جنة الله على الأرض عنا، جنة الله على الأرض عنا. C'est bon? Ok. Là, Monsieur Soral. bonjour. Bonjour, bonjour. On dit comme ça, on se serre la main, ça fait partie des routines de la vie quotidienne. On dit aussi enchanté. Je ne suis pas sûr d'être enchanté de vous rencontrer en chair et en os. Le mot est fort, hein. Loin de là pour te dire. Vous m'expliquiez, je le savais déjà, que pendant qu'on filme, qu'on vous filme, on est aussi filmé. Voulez-vous nous expliquer pourquoi? C'est un commencement comme un autre. Oui, oui, tout à de fait. notre œuvre. Parce que par le passé, j'ai accepté plusieurs fois naïvement des interviews, pensant que ma logique et ma bonne foi seraient suffisantes pour faire passer un message précis. Et malheureusement, n'ayant pas le final cut, j'ai découvert à la diffusion qu'on avait C'est déjà qu'on avait heureux coupé. c'est déjà heureux à l'époque actuelle si le réalisateur, ou en l'occurrence les réalisateurs, mais encore réalisateurs, ont le final cut. S'il faut le donner en plus aux témoins qui sont devant la caméra, on ne s'en sort plus du tout. Non, mais moi, je ne suis pas, comment dirais-je, un acteur dans un processus de cinéma. Je suis un acteur social dans un processus politique. Et donc, c'est d'autres règles. Voilà. Et je vous dis, parfois, le seul moyen de prouver ma bonne foi ou la subtilité de mon message, c'est de montrer ce que j'ai réellement répondu à une question, plutôt que ce qu'on a gardé dans le but de me nuire, et pas seulement de me nuire, mais de nuire à un débat qui, quand il devient grossier, ne m'intéresse pas, et surtout je pense que ça devient non seulement malhonnête, mais dangereux. Voilà. J'essaie toujours de garder une certaine complexité dans ce que je dis, et je pense que le danger, c'est la simplification, la grossièreté, quoi. Et j'essaie d'éviter d'être grossier, et je fais en sorte qu'on ne me rende pas grossier malgré moi. Je vais vous poser peut-être une question qui vous semble particulièrement grossière. Comment, au XXIe siècle, un Français, comme vous et comme moi, en est-il arrivé
a revendiqué le national-socialisme, l'étiquette même du national-socialisme, et donc de la plus épouvantable dictature des temps modernes. Vous voyez, votre question prouve que vous avez été abusé par les médias, parce que quand je dis dans un livre qui s'appelle Dialogue désaccordé... Excusez-moi, je ne vous découvre sans doute que très tardivement, Oui. parce que je n'ai pas accès à Internet. Je vous ai rencontré maintenant en chair et en os. Ce n'est qu'hier Bon, qu'on m'a alors, montré un clip où vous portiez Goy. oui, ça au tribunal, hein, dans un procès. Hein. Alors, je vous réponds sur la question nationale-socialiste. J'ai écrit un livre d'entretien avec un journaliste qui s'appelle Éric Nolot, et il me dit on vous qualifie d'extrême droite. Alors je dis je ne suis absolument pas d'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est la finance internationale, c'est le système bancaire mondial et mondialiste. Et je dis par contre, je suis à la fois un patriote français et un socialiste, puisque je viens du Parti communiste. Oui. Donc je me revendique national. C'est un long chemin. Laissez-moi finir ma réponse. Et par le Front National aussi. Oui. Donc je dis je suis patriote français, donc nationaliste et socialiste. Donc je veux bien dire que je suis national-socialiste, mais français, c'est-à-dire sans la question raciale allemande qui était liée à son problème d'espace vital. Et c'était une réponse en forme de boutade, d'ailleurs de dire vous me traitez d'extrême droite parce que c'est un processus de diabolisation. Et je m'en amuse, parce que je ne veux pas jouer à ce jeu-là des diabolisés. Je dis, je suis un national-socialiste français, c'est-à-dire que je suis un patriote socialiste, ou un socialiste qui, pour des raisons d'analyse économique, aujourd'hui est un néo-nationaliste, à cause du processus de la mondialisation capitaliste. Donc, de me revendiquer comme national-socialiste n'a rien à voir avec le nazisme. En réalité, j'ai fait un petit jeu de provocation et de dialectique que vous avez pris au premier degré. Provocation. Non, c'est relatif. Pour moi, c'est une petite provocation. Moi, je suis né à la fin des années 50, et la pression politique que je subis depuis des années, c'est, pour moi qui étais un ancien militant communiste, c'est la diabolisation des gens qui sont sur une ligne, on va dire, socialiste ou socialisante, la marche forcée du néolibéralisme capitaliste, et la diabolisation de tous ceux qui ne se soumettent pas. Donc pour moi, vos références ne sont pas les miennes, et moi... La violence contre laquelle je lutte. Pourquoi parce que l'époque revendiquer le terme national-socialiste? Parce que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je dis. Plaisanterie. Étant donné ce qu'a été le XXe siècle, c'est quand même une drôle de plaisanterie. Une plaisanterie peut-être pas drôle. Bah, ça dépend pour qui. Vous savez, la question c'est pour qui. Pour qui c'est drôle, pour qui c'est grave. Et la question du pour qui, c'est le début du respect de l'autre. C'est de savoir qu'on n'est pas tous nés au même endroit, on n'a pas tous les mêmes ennemis, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous la même vision du monde. Et moi, finalement, j'incarne aujourd'hui une catégorie de Français qui sont persécutés dans leur pays pour des idées que j'estime totalement légitimes et totalement inattaquables sur le plan de la morale. Et c'est ça ma démarche. Et je dis... Pardon, vous êtes persécuté. Oui, je suis persécuté dans votre pays. Voilà. Par qui? Par le pouvoir politique et le pouvoir médiatique, qui, dans une logique de marche forcée... Sans référence aux juifs du tout. Il y a une référence... paraît que vous n'aimez pas le mot juif, vous n'aimez que le mot sioniste. Non, sionisme et judaïsme. Judaïsme. Ah oui, moi je suis pas du tout quelqu'un qui triche. Je dis que je suis un critique du judaïsme, pour des raisons qui sont clairement de gauche. J'estime que la notion de peuple élu est une notion terriblement ambiguë quand elle est prise au sens littéral du terme, puisque c'est une conception raciale et suprémaciste. Et je suis aussi antisioniste, et j'estime qu'il y a un lien entre une compréhension littérale de ce que veut dire le judaïsme et la politique israélienne actuelle. Et j'estime que beaucoup de problèmes que je rencontre aujourd'hui en France sont liés à la puissance du lobby pro-sioniste en France. Voilà. Donc là, il y a une vraie analyse politique. Donc je dis, je suis judéo-critique, comme d'autres sont islamophobes, et je suis antisioniste, ce qui fait de moi doublement un homme de gauche, un antiraciste, et qui est totalement dans une tradition humaniste. Vous voyez? Alors après, peut-être que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que le peuple élu. Mais moi, personnellement, je n'en fais pas partie et j'ai pas voté.
Vous n'avez pas voté pour le Non, mais on m'a pas demandé mon avis, voilà. sur le peuple élu. Oui, je sais pas trop ce que c'est, mais il y a des gens visiblement qui aujourd'hui se considèrent comme le peuple élu, se permettent à ce Par titre-là, la droite sioniste au pouvoir, Netanyahou, Lieberman, qui sont d'ailleurs critiqués par beaucoup de penseurs, on va dire, juifs israéliens, Shlomo Sand, Gédéon Lévy. Je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, qui à mon avis est le critique le plus radical aujourd'hui de la dérive extrême droitière de l'idéologie sioniste dominante. Gilad Atzmon, c'est bien les saxophonistes israéliens. Oui, qui écrit des livres aussi. Celui-là que 120 intellectuels palestiniens ont écrit un communiqué contre lui qui nuit à la lutte palestinienne. C'est possible. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence de son discours. Il écrit des livres, il a une formation de philosophe, et son analyse me paraît très cohérente de cette dérive, on va dire, racialiste et suprémaciste du judaïsme. Et d'ailleurs, j'ai fait des conférences avec lui. Nous avons fait des conférences ensemble, comme j'en ai fait aussi avec Jacob Cohen, qui est un juif français d'origine marocaine, antisioniste. En réalité, si on regarde historiquement et chronologiquement, venant de la gauche communiste, il était traditionnel et obligatoire et logique d'être antisioniste, pour des raisons d'anticolonialisme. Et petit à petit, on s'est rendu compte du piège qui nous était tendu, de dire vous avez le droit, d'abord dans un premier temps, vous avez le droit de critiquer Israël, parce que Israël et le judaïsme, ça n'a rien à voir. Et puis après, on nous a dit quand vous critiquez Israël, c'est qu'en fait, vous êtes des antisémites déguisés. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Et moi, je suis un intellectuel et un dialecticien. J'ai dit effectivement, il faut avoir l'honnêteté de montrer qu'il y a un lien inéluctable entre le judaïsme et le sionisme, et qu'effectivement, le sionisme correspond à une interprétation du judaïsme, qui est une interprétation qu'on dit littérale, territoriale et raciale. Voilà. Et en disant ça, effectivement, je me suis retrouvé, parce que je n'ai pas voulu abdiquer d'un certain combat qui me paraît immoral et logique, je me suis retrouvé effectivement attaqué par des gens qui m'ont qualifié d'antisémite, ce qui est le mot qu'on emploie systématiquement pour vous exclure du débat et vous diaboliser, et puis avec toujours la réductio ad Hitlerum, et puis la chambre à gaz. C'est-à-dire que si je veux continuer à critiquer Israël aujourd'hui en France et à critiquer le poids du lobby sioniste français, si vous connaissez bien la situation française, vous verrez qu'il est très puissant, avec le CRIF et tous ces intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, etc., etc. Donc je n'ai pas voulu abdiquer de mes positions. Quelques etc., s'il vous plaît. Finkielkraut, beaucoup d'intellectuels juifs en vogue sont sionistes aujourd'hui, et les intellectuels juifs antisionistes sont en général très très marginalisés. C'est la tendance en France depuis les années 85. La marginalisation des juifs antisionistes et la promotion pratiquement systématique des juifs sionistes. Et Finkielkraut vient d'être élu à l'Académie française, vous voyez, c'est pas de la marginalité. Donc il y a une dérive extrême droitière de la politique française, à mon avis, insufflée par le très puissant lobby sioniste français, qui d'ailleurs aujourd'hui en arrive à des choses assez étranges, c'est-à-dire à des tentatives de réconciliation avec le Front National. Et vous savez peut-être ou pas que moi j'ai quitté le Front National à cause de ça, à cause de leur islamophobie, et que je suis aujourd'hui en train de créer un parti politique avec Dieudonné qui s'appelle Réconciliation Nationale, pour demander qu'on sorte des tensions communautaires et qu'on n'importe pas en France le choc de civilisation et le conflit de civilisation, qui est une stratégie des néoconservateurs américains, qui pour des raisons d'intérêt objectif des Américains au Moyen-Orient et pour les raisons évidentes d'Israël, essayent de pousser en France à la guerre civile, pas entre juifs et français évidemment, mais entre français dits de souche et immigrés musulmans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une revalorisation de l'extrême droite française, c'est aller jusqu'à la revalorisation de Pétain par Éric Zemmour, et voilà, parce qu'en fait, on a besoin... Il paraît que vous êtes très bien avec Éric Zemmour. Je discute avec lui, c'est très bien, on se dispute, mais de façon respectable et respectueuse, parce que nous sommes en France, il y a une tradition en France. Mais je critique je partage un certain nombre d'analyses d'Éric Zemmour sur ce qui fait le drame français actuel, mais je ne cautionne absolument pas sa conclusion, qui est de dire que le problème en France, c'est l'islam et les musulmans, et que la situation doit se terminer à terme par une guerre civile. C'est-à-dire qu'il faudra chasser les musulmans par la force. Est-ce que selon vous, on arrive à une guerre civile? Je pense que c'est une possibilité, oui, très sérieuse. Je trouve étrange aujourd'hui que Éric Zemmour puisse dire ça dans tous les grands médias sans avoir aucun problème, comme c'était du libre débat, alors que quand moi je lui réponds, le problème aujourd'hui c'est plutôt en France la domination du lobby sioniste qui pour ses intérêts propres pousse
à la colère et à la violence contre les musulmans, qui sont là à cause de la politique d'immigration de la France, qui a été accompagnée depuis le regroupement familial par tous les intellectuels juifs français, je retrouve ce retournement de veste particulièrement dégueulasse, parce que ceux qui nous disent aujourd'hui que les musulmans sont un danger parce que ce sont des djihadistes potentiels, sont les mêmes qui, il y a 10, 20 ou 30 ans, nous disaient que c'était des chances pour la France, et qui traitaient de fascistes les gens du Front National qui étaient contre l'immigration. Et aujourd'hui, on voit très bien que la droite du CRIF, c'est-à-dire la droite juive française, tend la main à l'extrême droite, c'est-à-dire au Front National, en disant « vous avez le droit de revenir dans l'arc républicain », c'est-à-dire on veut bien vous dédiaboliser par les médias que nous contrôlons, ce qui est une évidence, à condition que vous tapiez sur les arabo-musulmans. C'est-à-dire que les juifs contrôlent. Oui, bien sûr, oui, évidemment, oui. Oui, c'est une certitude pour moi. Et on leur dit, vous avez le droit de revenir, on peut même réhabiliter Pétain, à condition que vous ratonniez, et sous-entendu que vous ratonniez à notre place. Vous voyez ? Parce que comme il en a été de Ponce Pilate et du Sanhédrin, en réalité, nous, communautés juives dominantes en France, avons peur des arabo-musulmans que nous avons fait venir sur votre territoire, et nous voulons finalement que vous les châtiez pour nous, et si vous le faites pour nous, vous aurez le droit de revenir dans l'arc républicain, c'est-à-dire on vous dénazifiera. Donc ça, c'est la réalité de la situation française, qui est très très loin et très très au-dessus des questions que vous m'avez posées au départ, vous voyez ? Voilà. Et donc moi, je reste un combattant antiraciste, honnête et intègre, et surtout, dans mon combat, j'appelle ce que j'appelle les juifs du quotidien, c'est-à-dire que les juifs français qui n'ont pas une conception raciale et suprémaciste comment dirais-je, du judaïsme et qui ne font pas passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France, à me rejoindre pour ne pas que ce soit un combat de juifs contre français, contre musulmans, mais un combat de gens qui sont tous français et qui partagent les mêmes valeurs contre des gens qui manipulent les tensions communautaires en France pour les intérêts de pays étrangers qui sont essentiellement les intérêts américains et les intérêts israéliens. Voilà telle est la situation pour moi. C'est intéressant, je viens de vous entendre dire les juifs, les français, les musulmans. Donc vous êtes comme les sionistes, vous croyez que français et juifs sont deux appartenances. Donc vous êtes sioniste. Non, je dis que malheureusement aujourd'hui, depuis notamment la loi Pleven, on considère effectivement les juifs comme une catégorie à part et comme une communauté à l'intérieur de la France. Je vais répondre, peut-être je me suis pas fait entendre. Vous dites français, juifs et musulmans. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, il y a des juifs, des musulmans et des français, et ces trois intitulés, vous les mettez au même niveau, c'est-à-dire que de la même façon que les sionistes y croient que les juifs est une entité nationale et les musulmans est une entité nationale et les français, vous aussi, vous acceptez les prémices sionistes que français, je l'accepte au sens où je le subis et que je le valide dans un rapport de force. Aujourd'hui, la plupart des juifs qui s'expriment en France ne s'expriment pas comme des Français de confession juive, puisque les trois quarts se disent d'ailleurs laïcs, athées et non religieux. Mais par contre, ils se présentent bien comme un État dans l'État, ou une communauté autonome à l'intérieur de la France. Et d'ailleurs, c'est le discours de Finkielkraut, et c'est aussi d'ailleurs le discours qui amène aujourd'hui le débat sur Pétain. En vérité, Vichy fait un pacte avec le diable. C'est qu'il négocie avec les Allemands et qui dit « on vous donne les Juifs étrangers, sans savoir jusqu'en 1942 qu'ils seront tous exterminés, simplement vous ne touchez pas aux Juifs français ». On peut trouver ça horrible. Il faut simplement rappeler que dans les autres pays où ça n'a pas été fait, les Allemands ne s'en sont pas embarrassés, ils ont exterminé tout le monde. Puisque Zemmour, effectivement, rappelle que dans une vision nationaliste, Pétain a sauvé les Juifs français, puisqu'ils étaient français de confession juive, et par contre a abandonné, suite d'ailleurs à la défaite et à des accords qui s'appellent l'armistice et la reddition, a effectivement abandonné les Juifs qui n'étaient pas français aux Allemands, puisqu'en fait c'était une position effectivement de protection des citoyens français, et strictement des citoyens français, et non pas une protection des Juifs en tant que nation, vous voyez. Donc cette position que je suis obligé d'admettre, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, moi je suis attaqué par des gens qui se positionnent comme juifs, et pas comme français de confession juive, puisque M. Aziza n'est même pas religieux. Je suis bien obligé d'admettre cet état de fait, tout en le critiquant, en disant il y a eu une dérive progressive qui fait que de l'assimilation de 1791 et du Concordat, où effectivement un juif en France, ça voulait dire un citoyen français de confession juive, on est passé aujourd'hui, peut-être d'ailleurs à cause de l'époque pétainiste, à des gens dont la conscience est d'être des juifs en France, hein, et de dire qu'ils sont en fait un peuple
que l'État français doit protéger en tant que peuple, avec une espèce de dimension d'autonomie et de différence radicale. Et ça, c'est la civilisation française, qui est je dirais, en porte-à-faux avec la Constitution et les valeurs traditionnelles, mais qui est la réalité actuelle. Et effectivement, quand je dis il faut que les Français, les Juifs et les musulmans se réconcilient, je pars du principe qui est un principe historique et évident, c'est qu'un Français, c'est d'abord quelqu'un, on va dire, de religion majoritairement catholique et qui est ici depuis longtemps, et qu'effectivement, les Juifs sont des citoyens plus récents, c'est une évidence, hein, ça s'est fait par un processus de 2 siècles, et les musulmans sont encore là plus récemment, parce que ça vient essentiellement de la décolonisation et de ce qu'on appelle l'immigration de peuplement, c'est-à-dire du regroupement familial. Donc effectivement, on emploie des termes qu'on peut critiquer parce qu'ils sont un peu simples. Effectivement, on dit aujourd'hui, il y a une tension entre les Français de souche, c'est comme ça qu'on les appelle en réalité. Zemmour valide aussi ce terme. Mais aujourd'hui, M. Askolovitch se présente comme Français de souche quand il parle du danger islamique, vous voyez. On a raconté aux Français, les Français de souche, comme vous et moi, mon Dieu, qu'il y avait un problème terrible autour de l'islam. Ce qu'on appelle les nouveaux Français de souche, ou les Juifs de souche, vous voyez. Tout le monde joue avec ces ambiguïtés. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des Juifs communautaires dont la défense première est la défense de la communauté juive et des intérêts d'Israël. C'est le CRIF. Le CRIF se présente ouvertement comme ça. Il y a aussi une tentative communautarisante des musulmans aujourd'hui qui ont tendance à se regrouper sur la religion et à demander presque des critères un peu différents et qui s'appuient sur la jurisprudence de l'évolution des Juifs de France depuis, on va dire, les 30 dernières années. Et puis, il y a le Gaulois, c'est les gens comme moi, qui effectivement font partie de la majorité silencieuse. J'oserais même dire de la majorité opprimée, d'ailleurs ceux qui n'ont pas de pouvoir parce qu'ils n'appartiennent à aucune minorité agissante. Pourquoi vous n'osez pas le dire si c'est ce que vous pensez? Je vais le dire. Donc là, on va dire la majorité, à la fois la majorité opprimée, on va dire, ou la majorité silencieuse, effectivement, qui se retrouve en permanence prise face à des revendications communautaires. Car en réalité, c'est mon analyse que je démontre dans mes livres, c'est qu'en réalité le pouvoir est toujours le pouvoir des minorités sur la majorité. Qui trop embrasse mal étreint, les majorités n'ont aucun pouvoir. Pour moi, c'est une certitude. Et aujourd'hui, la France est tiraillée par des pouvoirs de minorités, que ce soit la minorité homosexuelle qui s'est constituée en lobby politique, le féminisme qui s'est constitué en lobby politique, avec prétendant représenter les femmes, et... Quel rapport entre les Juifs et les homosexuels? Parce que vous dites souvent que ce sont des lobbies. Laissez entendre que ce sont vos ennemis principaux. Non, ce sont des lobbies, Or en France, il y a toutes sortes de lobbies, sauf le lobby des Français de souche, des Français moyens et de la majorité silencieuse. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun lobby pour me protéger. Je représente finalement une immense majorité de Français qui, depuis 30 ans, subissent et la crise économique et une culpabilisation permanente, se font traiter de colons, de collabos. Vous voyez, c'est l'idéologie, on va dire, dominante, et qui effectivement ne sont jamais défendus parce que l'idéologie officielle dirait que la majorité persécute les minorités. Or, la majorité des Français n'a jamais persécuté personne. Elle a subi la politique des élites françaises. Hein. Je veux dire, le Français moyen est un homme qui travaille et qui subit la politique. Il n'a pas plus choisi d'aller pacifier la Libye pour M. Bernard-Henri Lévy, qu'il n'avait choisi de déclarer la guerre au Reich allemand, ou qu'il n'avait choisi de coloniser l'Algérie. Ce sont toujours des minorités qui décident de ça. Le Français subit. Et en général, à la fin, il est montré du doigt comme responsable, une fois que tout s'est mal passé. Or, moi, je prétends aujourd'hui, et je prétends à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan politique, je représente la majorité française en colère, qui en a marre d'être insultée et humiliée, comme vous le faites d'une certaine manière quand vous me traitez de nazi, par des minorités agissantes. Non, je ne vous ai pas traité de nazi, vous avez mal compris. Je vous ai demandé pourquoi vous revendiquez le terme national-socialiste. Ce n'est pas la même chose. Je l'ai revendiqué comme une provocation dans un but pédagogique. Vous voyez ce qu'on appelle un quidtum chez les Romains. Et donc je dis... Ça va, par exemple, vous avez une maison d'édition. Oui. Qui réédite La France juive de Drummond. Oui, mais on réédite aussi Le salut par les Juifs de Léon Bloy, qui est la réponse. Et on réédite des auteurs marxistes, et on réédite Grandeur de l'islam aujourd'hui de Gaston Viette, on réédite des bouquins d'histoire sur la Révolution française, mais le problème c'est qu'on édite par exemple 150 livres, dont 3 livres sur la question juive, et vous me parlez que de ça. Alors, plus que 3 livres. 5. 5. Vous avez même une entrée qui s'appelle
sionisme, judaïsme. Oui, pourquoi pas. Par exemple, je suis le seul en France qui réédite le bouquin de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, et qui l'est préfacé. Voilà. Je me sens tout à fait en convivialité intellectuelle avec Bernard Lazare et avec l'analyse de ce livre, vous voyez. Je réédite aussi, par exemple, Abraham Léon. Personne ne m'attaque parce que je réédite un trotskiste belge, mort en camp, qui s'appelle Abraham Léon et qui théorise un concept assez intéressant, qui peut d'ailleurs être partiellement faux, qui est la notion de peuple-classe, vous voyez. Donc effectivement, j'édite des livres aussi que les autres gens n'ont pas le courage d'éditer et qui me semblent apporter quelque chose d'intéressant au débat. Voilà. Mais par exemple... Drummond, j'en reste, excusez-moi, Drummond, vous avez édité des tas d'autres livres dont j'ignore l'existence, mais qu'est-ce que Drummond apporte au débat d'aujourd'hui? Non, mais j'ai lu. Par exemple, on réédite aussi Tousnel, qui est encore avant Drummond, sur les nouvelles féodalités financières, et qui montre à travers la disparition progressive de la noblesse terrienne et la lente montée de la bourgeoisie capitaliste, à l'intérieur de cette bourgeoisie capitaliste, la lente montée des juifs qui maîtrisent la banque, puisque c'est eux qui ont accouché de l'ingénierie. Je réédite aussi Werner Sombart, vous voyez. En fait, j'ai le courage, on va dire, peut-être en tant que goy, de rééditer des livres comme ceux de Werner Sombart, qui disent de façon bien plus profonde et scientifique ce dont M. Attali se vante dans, vous voyez, Le monde des Juifs et l'argent, qui est jamais qu'une pâle copie du livre de Sombart non cité. Ce qui fait d'ailleurs que M. Attali a déjà été condamné 2 fois pour plagiat, et normalement, en toute déontologie, contrairement à moi, il devrait être interdit de plateau dans les émissions littéraires, puisqu'il a été condamné 2 fois pour plagiat. Moi, je suis interdit de plateau dans les émissions littéraires, alors que j'ai écrit tous mes livres moi-même, et d'ailleurs, aucun de mes livres n'a jamais été non seulement condamné, mais même attaqué. Et mon grand livre qui explique tout ce que je pense sur tout ça s'appelle « Comprendre l'Empire ». Si vous lisez bien le français, je vous engage à le lire, je peux même vous l'offrir. Comprendre l'Empire. Qu'est-ce que vous venez de dire? Si vous lisez bien le français. Oui, parce que c'est un livre en français. Donc j'ai compris ça, mais pourquoi si je lis bien le français? Parce que vous avez parce que je ne suis pas de vieille souche? Non, parce que vous êtes, vous maîtrisez beaucoup vous vous exprimez beaucoup en anglais, non? Vous avez une carrière aux États-Unis. Oui. Donc, je dis, parce que le problème de lire mes livres, vous voyez, comme Comprendre l'Empire, il faut avoir un bon niveau en histoire, en sociologie et en philosophie. Vous voyez, et parfois, les gens n'ont pas le niveau. Et en plus, une bonne culture des 3 religions monothéistes, c'est-à-dire avoir étudié, effectivement, le christianisme, le catholicisme et ses différentes réformes, c'est complexe, l'islam, dans toute sa complexité, pas seulement sunnisme chiite, mais notamment la déviance takfiriste actuellement, et le judaïsme aussi, comme je l'ai fait longuement depuis 25 ans, effectivement, c'est-à-dire s'intéresser à la Torah et au Talmud, qui sont les 2 livres fondateurs, et aux interprétations qui en sont faites, et c'est là où on est dans la complexité, et de voir aujourd'hui quelle est la déviance dominante qui fait que l'islam peut être considéré comme dangereux, c'est la déviance takfiriste, qui est montrée du doigt comme l'islam radical, et on a aussi la déviance que j'appelle moi talmudo-sioniste, c'est-à-dire celle qui amène la politique actuelle de l'État d'Israël. Voilà. Et puis on a aussi, dans le catholicisme, j'édite des livres d'ailleurs là-dessus, le rôle de Vatican II dans la façon dont l'Église catholique officielle a tourné le dos au message du Christ et aux évangiles, pour rallier après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, les droits de l'homme, par une idéologie de type syncrétique, qu'on appelle le noachisme, vous voyez, et que quand on étudie tout ça de façon complexe, on comprend un peu les forces en présence et aussi les dangers. Voilà, parce que moi je prétends que la façon dont les élites communautaires juives sionistes aujourd'hui en France prennent en otage ce que j'appelle les juifs du quotidien, en leur faisant peur, en leur prétendant par exemple qu'ils les protègent de l'antisémitisme. La communauté juive organisée prétend protéger les juifs de l'antisémitisme, comme les racketteurs prétendent protéger les restaurateurs, qui menacent en fait d'une violence qu'ils leur font subir. Je prétends, moi, que les antisémites aujourd'hui en France sont les institutions juives officielles. En réalité, elles le font pour plusieurs raisons. D'abord pour exister. Deuxièmement, elles ont intérêt à ce que, pour des raisons de sionisme, à ce que les juifs du quotidien ne se sentent pas français ou bien en danger en France, notamment pour les pousser à l'alia, c'est la tendance actuelle, car comme vous le savez, Israël aujourd'hui se vide de ses élites en réalité, parce que c'est un projet, je dirais, qui n'a pas d'avenir, enfin, sauf pour les jusqu'au-boutistes, sauf pour ceux qui veulent vivre Masada. Et ça, ce sont des logiques historiques de type hegelienne qui dépassent de beaucoup mon intelligence et ma volonté. Donc je dis qu'aujourd'hui, le vrai danger en France, c'est le rôle
très antisémite que joue le CRIF et les élites sionistes françaises, qui essayent finalement, et je le démontre par exemple par les statistiques sur la montée des actes antisémites en France sont fournies par le CRIF lui-même, c'est-à-dire par les élites juives, et elles prétendent que les actes antisémites ont doublé. C'est fait pour faire peur aux juifs, pour qu'ils s'en aillent ou pour qu'ils se collent à la communauté juive organisée, c'est-à-dire à ces élites. Exactement comme les syndicalistes ont besoin que les ouvriers soient syndiqués pour les défendre. Je pense que tout ça est du mensonge et du mensonge dangereux. Vous pourrez vérifier, si vous le promenez avec moi dans les locaux de mon association à Saint-Denis, qu'il y a très peu en réalité d'antisémitisme en France, très peu. Et très peu venant des banlieues et des musulmans, très peu. En fait, l'antisémitisme est quelque chose de très marginal, je pense, et beaucoup fantasmé. En réalité, il y a, je le dirais même honnêtement, la situation du citoyen français qu'on appellera juif est la situation sociale la plus heureuse qu'aient jamais rencontré les juifs depuis la fuite d'Égypte, n'est-ce pas ? Voilà. On ne peut pas être plus heureux qu'un juif en France aujourd'hui. Or, prétendre que les juifs seraient persécutés, en danger, est un mensonge social et sociologique, et quelque chose dont les Français se rendent compte, car ils voient totalement la différence entre les jérémiades des élites juives et la situation objective sociale et économique des juifs en France. Et ça produit une colère et un ressentiment qui, celui-là, est réel, mais qui ne se traduit jamais par aucune violence. Ça produit un agacement. Et cet agacement, j'en suis l'incarnation. Mais c'est un agacement qui se dit par une analyse fine, et jamais par de la colère émotionnelle, et aussi par de l'humour. Je me moque aujourd'hui, et c'est d'où arrivé avec mon t-shirt Goy à mon procès, je me moque aujourd'hui de gens qui prétendent que je les mets en danger, alors qu'ils arrivent tout seul au tribunal, que j'ai été agressé 5 fois depuis 10 ans, par des organisations qui, elles, sont totalement protégées par la police, qui ne sont jamais condamnées, et dont la parfaite incarnation en ce moment est le petit Grégory Shelley. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Grégory Shelley. Ce petit enculé, vous pouvez enregistrer, s'est permis d'appeler la tante de ma femme qui est aveugle pour le faire croire que ma femme était en train de mourir. Je me permets de vous appeler parce que votre fille Maëlys a été amenée aux urgences. Maëlys ? Oui, Maëlys, oui. Oh, écoutez, en plus je suis malvoyante, donc je ne peux pas... Oh là là, mon Dieu. Oh bah, si c'est ça, dans ce cas-là... débranchez Maëlys, hein. La tante veut pas collaborer. Bah, on va la débrancher, hein. Moi, je n'ai... Attendez. Vous savez s'il y a une place à la fosse commune pour voir s'il y a de la place pour Maëlys également? Oh, écoutez, ne me parlez pas d'une chose pareille. Ensuite, il a utilisé le téléphone de ma belle-mère pour appeler la police en disant que je venais de tuer ma fille, ce qui fait que les policiers ont débarqué armés à 1h du matin chez ma femme en pensant que j'étais armé avec le cadavre de ma fille chez moi. Ma fille a 5 ans, vous voyez. Et ce petit enculé de Grégory Shelley est aujourd'hui caché en Israël, vous voyez. Il persécute les gens comme moi depuis des années avec une totale impunité. Et il est défendu par maître Golnadel, qui est le numéro 2 du CRIF français aujourd'hui. Voilà. C'est la situation, monsieur, que vous ne connaissez pas, vous voyez. Aujourd'hui, je le dis clairement, les juifs d'élite en France sont des persécuteurs, vous voyez, et des menteurs. Et malheureusement, ils sont la première cause de la montée de l'antisémitisme en France, qui est un antisémitisme d'agacement, et qui ne se traduit jamais par aucune violence. Il n'y a pas de violence antisémite en France. Et j'espère que vous ne croyez pas à tous ces mensonges, et que vous ne les alimentez pas. Et pourquoi moi, on me bannit des médias? Parce que quand je peux parler comme je parle maintenant, et si d'ailleurs je suis pas coupé au montage, vous êtes obligé d'arriver... Vous êtes forcément coupé au montage. Oui, mais moi, je ne fais pas un film de 2 heures uniquement sur vous. Mais quand moi, je peux m'exprimer totalement et pleinement, tous les gens admettent que je suis dans un discours de vérité. Voilà. Et ceux qui luttent contre moi n'ont qu'un seul argument, c'est qu'ils disent « Vous êtes habité par la haine, je n'ai aucune haine en moi, et surtout, vous voulez persécuter les juifs, tous les juifs. » C'est-à-dire qu'on me somme, ce qui est assez ignoble, on me somme d'être antisémite. On me dit soit tu te tais, soit tu dois être antisémite. Or, l'antisémitisme ne m'intéresse pas, je ne suis pas racialiste, je suis cultivé. Je suis, en tant qu'ancien marxiste, quelqu'un dont tous les fondamentaux intellectuels viennent de juifs d'élite du 19e siècle, en général de culture européenne et allemande. Mes livres, que je publie depuis 1984, sont tantôt dédiés à Georg Lukács, tantôt dédiés à Lucien Goldman, et ça, ce n'est pas rétroactif, monsieur. Quand vous regardez des livres qui ont été publiés il y a 20 ans, vous voyez la dédicace, vous voyez. Et à l'époque, j'étais militant communiste, et personne ne me reprochait quoi que ce soit. J'ai simplement continué un travail d'honnêteté intellectuelle et morale, en étant sur des critères qui sont partagés en réalité par les grands intellectuels juifs du 19e siècle, et les grands intellectuels juifs d'aujourd'hui. Je le prétends. Shlomo Sand, Gédéon Lévy et Gilad Atzmon, qui, si vous voulez rencontrer, pour moi, un intellectuel juif de premier plan aujourd'hui, rencontrez Gilad Atzmon. Et vous verrez que c'est tout sauf un dingo. It is very clear that Jews
do not form a racial continuum. I was asked about this issue yesterday in a talk here in Basel. They are not forming a racial continuum, but culturally they certainly form a racist attitude. Jewish people are not a race, but Jewishness is racist. De toute façon, on va pas parler hors caméra, mais je crois que vous connaissez pas très bien ce que je fais et qui je suis. Vous arrivez ici en disant que vous vous revendiquez national-socialiste, donc nazi. Comment pouvez-vous, en fonction de ce qui s'est passé... Je n'ai pas dit nazi. Non, mais parlé de nazi. Mais vous arrivez avec cette certitude qui est déjà, comment dirais-je, quelque chose qui, à mon avis, est faux. Mais je vous le reproche pas. C'est le climat actuel. Tous mes opposants, mes ennemis, plutôt que de discuter avec moi sur le fond, sur ce que je dis, qui est plus difficile à contrer, ils ont en réalité les nazis. Or, il se trouve que d'ailleurs, c'est pas transmissible, je devrais pas me revendiquer de ça, mais les autres font la même chose. On a aujourd'hui des gens qui sont membres d'associations de fils et de petits-fils de déportés, comme le petit Klarsfeld, qui est membre du Conseil d'État et réserviste chez les gardes frontières israéliens. Vous voyez, moi, je suis fils de résistant savoyard, vous voyez, du côté de père et de mère. Donc, traditionnellement, je suis un ancien militant communiste qui est d'une famille de résistants. Donc, ça me situe pas dans une tradition d'extrême droite. Vous le savez très bien, de la même façon qu'on n'érige pas, qu'on n'hérite pas le courage, on n'hérite pas la lâcheté. Alors pourquoi Finkielkraut ramène sa gueule en permanence? Finkielkraut, il n'a rien subi du tout. Nous avons plusieurs différences, même si vous vous revendiquez comme antisioniste, moi aussi, mais je ne vous vois pas comme un antisioniste. Vous êtes pour moi un sioniste, moi je suis un antisioniste. C'est une question secondaire, moi je suis français. Hein. Oui, vous êtes français, comme beaucoup de Français, vous êtes obsédés par les Juifs. Ça, les Juifs que je suis. Mais je voulais vous demander une chose, Alain. Le monde entier est obsédé par les Juifs. Vous vous sentez comment? Comment ça va? Ben, ça va très bien, je suis un héros français, moi. Vous savez, je suis très populaire dans les rues. Ouais. Et je mène un combat. Comment ça va maintenant, là? Ben, ça va, je suis bien. Vous savez, moi, je suis, comment dirais-je, j'ai une force très grande que vous devez connaître, c'est la dialectique. Je suis un maître dialecticien, voyez-vous. Mais pas... Justement, je dis, mais il y a la dialectique, et il y a le fait que, heureusement ou malheureusement, nous appartenons à la même famille que la famille humaine. Et je me pose la question comment vous vous sentez, parce que je me dis, mais comment un phobique se sent face à sa phobie? Vous avez deux juifs devant vous, en tous les cas, un juif antisioniste qui se revendique et un autre qui se revendique juif. Et je me demande, vous qui vous revendiquez être un judéophobe, comment vous vous sentez devant la phobie? Bah d'abord, je passe pas ma journée à discuter de ça. J'ai d'autres sujets de préoccupation. J'écris sur des tas d'autres sujets, notamment sur la logique bancaire, l'évolution du capitalisme financier, le féminisme, la transformation d'une pratique sexuelle qui est l'homosexualité en mouvement politique depuis Mitterrand et Jacques Lang. Donc j'ai des tas et des tas de sujets. Je sais que les Juifs aiment bien en fait comment dirais-je, le monodéterminisme, c'est-à-dire les Juifs a besoin de l'antisémite, quoi. Mais moi, je ne suis pas que... L'antisémite a besoin des Juifs. Oui, mais moi, je suis judéo-critique au milieu de tas d'autres choses, de tas d'autres déterminations. Je suis désolé de ne pas avoir envie de n'être que ça, vous voyez. Mais c'est vrai que quand on parle de ce sujet, que je pense bien maîtriser, je ne fais pas de concessions, oui, bien sûr. Mais vous ne m'avez pas répondu à la question, et vous êtes quelqu'un qui répond toujours aux questions. Ben, la question, c'est que vous m'avez posé une question de psychologie. Je vous ai posé une question parce que vous dites je ne suis pas antisémite, je suis judéophobe. Moi, je vous suis beaucoup. Parce qu'antisémite, ça voudrait dire voilà. La croyance à une race. Non, avec. Vous dites je suis pas antisémite, je suis judéophobe, donc je m'intéresse. D'ailleurs, judéophobe non, c'est plutôt judéocritique. Parce que judéophobe, je n'ai pas de phobie. Disons que je vois que des gens se revendiquent d'un système de valeurs, parce qu'en réalité, je ne suis pas religieux non plus, donc je vois un système de valeurs. Et je me dis, tiens, des gens se comportent de telle et telle manière en fonction d'un système de valeurs. J'étudie ce système de valeurs. Et après, je me dis, tiens, c'est marrant, ce système de valeurs n'est pas le mien. Vous voyez, moi, je suis ce qu'on appelle un helléno-chrétien, c'est-à-dire le doute grec et la compassion chrétienne, c'est-à-dire ce qui s'appelle l'humanisme français, de la Boétie, Montaigne, etc. C'est nous qui avons accouché, finalement, de la gauche la plus naïve, qui a d'ailleurs accouché de la première émancipation des Juifs, historiquement, en 1791, avec Robespierre. Vous pouvez remercier Robespierre pour avoir fait ça. Voilà, donc moi... Vous voulez que je remercie Robespierre? Bah oui, c'est important. Je vous ai bien compris. Oui, bah oui, puisque c'est le premier émancipateur des Juifs de l'ère moderne. Tout le monde n'a fait que le suivre. C'est-à-dire accéder à la citoyenneté pleine et entière.
Voilà. Et après, avec le Concordat, la liberté de culte. Ce sont des sujets historiques précis. Et donc, moi, à un moment donné, je pourrais vous poser la question, d'abord, pourquoi réduire une analyse historique et philosophique à de la psychologie? C'est étrange, parce que, effectivement, phobie, ça peut être... c'est vous qui l'avez dit, judéophobe, pas moi. Je reprends les termes, en fait, c'est plutôt judéo-critique. Parce qu'en fait, on me dit, vous êtes antisémite. Je dis, je peux pas être antisémite, d'abord parce que je suis très pro-arabe, donc le terme est faux. D'ailleurs, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on emploie toujours des termes qui sont faux? Vous n'êtes pas des sémites, ni l'un ni l'autre, je crois. Par contre, vous êtes... Les sémites n'existent pas, c'est vous, les Européens, qui les avez... Voilà, oui, c'est une théorie linguistique. C'est une théorie linguistique. Voilà, on est d'accord. Donc, je ne peux... Antisémite, oublions le terme, ça n'existe pas. Par contre, effectivement, je suis judéo-critique et antisioniste. Et encore, je suis antisioniste de façon relative, car si Herzl avait obtenu un État juif ailleurs qu'en terre de Palestine, on aurait coupé le lien avec la promesse biblique et donc avec la Torah, et je pense que le sionisme était entièrement valide. La vraie question du sionisme n'est pas que des gens aient envie d'être un État, une nation comme les autres, et de ne pas vivre en diaspora, mais de vivre dans une nation qui soit la leur, ce que je peux reconnaître. Le problème du sionisme, effectivement, c'est que ça s'est fait dans la terre sacrée d'Israël, et que donc ça reconnecte un projet national avec une promesse religieuse. Et donc, par exemple, vous êtes sur la ligne de Staline, il y a un État juif en Birobidjan, il n'y a pas de problème. Par exemple. Donc vous considérez les Juifs comme un groupe national, comme les sionistes. Je veux bien admettre que des Juifs aient envie de se considérer comme un groupe national. Vous voyez, moi, je n'ai pas de revendication, je ne suis pas juif. Moi, je demande juste qu'en tant que... Vous avez dit, je comprends bien, je comprendrais bien que l'idée d'un État juif. Oui. Donc, oui, c'est pour ça que je dis que vous êtes sioniste, donc, n'est-ce pas? Non, mais je ne suis pas... Ce que je combats, moi, c'est la force négative du lobby sioniste en France. À la limite, la question israélo-palestinienne, contrairement à Bernard-Henri Lévy qui se mêle de tout, de déclencher des guerres en Libye, en ex-Yougoslavie, la question israélo-palestinienne est la question des Israéliens et des Palestiniens. Mais moi, ce que je combats, c'est l'effet parfaitement nuisible et négatif sur la France, sur l'intelligence française et la liberté d'expression française, c'est deux choses, hein, la liberté et l'intelligence, du puissant lobby sioniste français. J'estime que les sionistes nous emmerdent en France. Et les sionistes qui nous emmerdent en France ne sont pas israéliens. Ils y mettront les pieds que pour aller en vacances, comme Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy vit à 300 mètres d'ici. Hein, voilà. Finkielkraut vient d'être élu académicien. Mais ces gens-là sont obsédés par le sionisme, alors que la France leur a tout donné, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils appartiennent à la grande bourgeoisie française, vous voyez, intellectuelle et d'argent. Pourquoi sont-ils obsédés par le sionisme? C'est la question que je peux poser, c'est d'ailleurs la question que je pose. Et je dis, ces Français à qui la France a tout donné et qui ont tout réussi en France, pourquoi sont-ils à ce point-là obsédés par Israël? Et pourquoi font-ils systématiquement passer Israël avant tout autre sujet d'intérêt? Et pourquoi mettent-ils toutes leurs énergies d'intellectuels français au service d'Israël, plutôt qu'au service de la France, de l'intelligence française, de la littérature, etc., etc. Et c'est ça la vraie question, vous voyez? Et moi, c'est ça que je dénonce. En fait, je dénonce non pas Israël, qui, je vous dis, qui est victime de ses contradictions internes. Moi, je suis un hegelien. Je pense que Hegel... Moi, Alain Soral, je ne peux rien faire. Mais les contradictions internes du sionisme font que Israël est condamné à terme. Voilà, ça c'est clair pour moi. Et malheureusement, il y a ce qu'on appelle une morale de l'histoire, une justice immanente. La justice immanente s'accomplira, vous voyez. Je pense que ça finira mal en Israël. Mais je ne vois pas pourquoi des Français de confession juive, ou des Français juifs, veulent à tout prix s'associer à l'effondrement d'Israël, alors qu'ils ont tout réussi en France, et qu'ils ont en France les meilleures positions sociales, de par sans doute leur qualité propre, et aussi peut-être leur solidarité communautaire. C'est sans doute les deux. Mais c'est ça la vraie question. Pourquoi voulez-vous à tout prix faire Masada, alors que vous êtes gynécologue, boulevard Saint-Germain? Et malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de juifs français ou de français juifs qui ont une situation en France non seulement très agréable, mais inégalée dans l'histoire juive, vous pouvez le vérifier depuis 2500 ans, pourquoi vont-ils se mettre en porte-à-faux avec la communauté majoritaire qui sont les Français de souche, en se montrant aux autres Français systématiquement défenseurs d'Israël et de l'Israël d'aujourd'hui, de Netanyahou et de Lieberman, attention, pas d'un Israël, je dirais, travailliste de l'époque où on pouvait penser effectivement que c'était une épopée socialiste, vous voyez? On en est plus là. C'était un peu sioniste de gauche, quand même. Non, mais je pouvais comprendre le sionisme. Je suis pas sioniste de gauche, je suis pas juif, faut que vous auriez pas compris. Je suis français catholique. Mais sioniste. Non. Il y a des millions de sionistes. Contrairement à vous, je ne suis pas un peuple de la diaspora et je ne me mêle pas systématiquement des affaires des autres. Vous voyez, je suis français et savoyard. Et contrairement à vous, ça veut dire. Les juifs ont tendance, comme ils bougent beaucoup,
à s'intéresser à tout, c'est-à-dire à la situation allemande, américaine, etc. etc. C'est un trait de l'idiosyncrasie juive, vous voyez, qui est lié à leur histoire, c'est-à-dire à la diaspora. Le fait que quand on dit c'est loin, enfin juif peut dire loin d'où, vous voyez, alors que chez nous, loin, ça veut dire loin de la mère patrie. C'est pour ça que je peux comprendre le sionisme. Il y a des gens qui, à un moment donné, ont envie de s'enraciner dans une terre et de devenir des producteurs sédentaires plutôt que de rester dans un nomadisme qui a toujours une dimension parasitaire. Ça, c'est, en tant que marxiste... Une dimension parasitaire. Oui, parce que le manque d'enracinement gêne la production. Pour produire, il faut s'enraciner. Si on veut être dans la production de type marxiste, vous voyez, ça c'est une autre analyse que je fais. Je produis de l'analyse. Et je dis donc que moi, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas à être sioniste ou antisioniste. Je suis touché par l'injustice, la souffrance et l'injustice que subissent les Palestiniens. C'est clair. Voilà. Après, la question du sionisme me gêne quand elle touche à la France, comme je vous le dis, à cause du puissant lobby sioniste. Et au sommet de la France, il y a le CRIF qui est très sioniste. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre le CRIF et la banque? Oui, Monsieur Kuckerman est un ancien cadre de la banque Rothschild, par exemple. Donc il y en a un, de fait. Il est banquier. Il n'est pas, c'est pas un ancien socialiste, c'est pas un ancien bundiste, c'est pas un ancien type qui est allé en Israël et essayer de valoriser la terre. Il appartient à la grande banque internationale. Et d'ailleurs, je pense que effectivement, ça joue sur sa vision du monde. C'est-à-dire que c'est un banquier international sioniste, ce qui effectivement pourrait alimenter certains complotistes antisémites. Vous voyez, parce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que pensent les antisémites de certains juifs. Vous voyez, ce côté parasitisme international, maîtrise de la grande banque, faire passer les intérêts de la communauté avant les intérêts de la nation qui l'accueille. Mais pas vous. Moi, toujours pareil, je comprends et j'explique. C'est la théorie, vous savez, de Lucien Goldman, ce qu'on appelle l'épistémologie génétique. J'explique, je comprends, j'explique, je comprends. Donc moi, je peux tout expliquer. Et quand on explique, il y a des raisons. C'est rationnel. Je me dis, par exemple, si Monsieur Kuckerman était un juif français originaire de la minorité des juifs du Maghreb qui ont été obligés de quitter le Maghreb au moment de la décolonisation et il était aujourd'hui dentiste, comme il y en a beaucoup à Bondy, parce que beaucoup de dentistes dans les banlieues musulmanes sont juifs. Ça s'explique sociologiquement. Il serait sans doute beaucoup moins sioniste et beaucoup moins arrogant, parce qu'il se sentirait, ses intérêts et ses angoisses ne seraient pas les mêmes. Mais quand on est de la grande bourgeoisie française et banquier, on peut insulter le peuple de France et être sioniste sans problème, parce qu'on ne risque rien. Et moi, ce qui me gêne chez un monsieur comme Kuckerman, c'est par son arrogance et sa manière de défendre les intérêts systématiquement d'un pays étranger et des élites, ce qu'on appelle de l'hyperclasse, comme monsieur Attali. Il crée, au niveau de la masse des petites gens qui n'ont pas ma culture, un ressentiment qui peut s'exprimer contre le dentiste juif de Sarcelles, vous voyez, qui lui a passé sa vie à soigner les dents des musulmans pauvres, prolétaires maghrébins de la banlieue du 93, et ne comprennent pas qu'on puisse leur en vouloir, vous voyez. Mais je peux vous faire un parallèle qui va peut-être vous choquer, mais qui est valable. Quand le Congrès juif mondial déclare la guerre totale à l'État national socialiste allemand en 1933, ils le font de New York. Ils se posent pas la question de savoir la violence que ça va provoquer sur les petits commerçants du Reich allemand. Et ça s'appelle la nuit de cristal, vous voyez. J'estime, moi, quand on est un leader politique, il faut être responsable et raisonnable, vous voyez. Je pense aujourd'hui que les positions du CRIF, qui sont totalement déconnectées de la réalité de ce que j'appelle les juifs du quotidien, mettent les juifs du quotidien en danger en France. Je le pense et je le démontre. Et c'est parce que je le pense et je le démontre que ces gens-là m'attaquent systématiquement sous la ceinture. Psychologisme, vous voyez, on parle de haine, de phobie. Je n'ai aucune phobie, aucune haine. Je suis d'abord bien trop intelligent pour ça, et en plus, je n'ai pas de raison d'avoir de phobie. Je mesure 1m87, je suis très beau, j'ai toujours eu beaucoup de succès, mes livres se vendent très bien, et je suis très aimé en France, vous voyez, par les gens de la rue, etc. Donc, je n'ai pas, de ce point de vue-là, de raison. Par contre, j'ai... pas de complexe. Voilà, je n'ai pas de complexe. Quand on écoute la liste de vos qualités que vous avez dedans, que vous venez de nous donner la liste de vos qualités... Je vous réponds sur le terrain psychologique. Considérable. C'est important, et c'est important de n'avoir pas de ressentiment. Oui. Par exemple, Et la modestie ne fait pas partie de votre enfant. Parce que je suis honnête. Je n'ai pas de raison d'être modeste et j'ai pas de raison de mentir. Mais par exemple, quand je parle par exemple de Zemmour, avec qui j'entretiens une relation de longue date, je comprends qu'il a une vision un peu diabolisée des musulmans, parce qu'en fait, il confond les musulmans avec les jeunes maghrébins, qui étaient d'ailleurs très peu musulmans, de sa jeunesse, puisqu'il vient de la banlieue pauvre, et qu'il était un petit juif maghrébin au milieu des maghrébins. Et physiquement, il fait 30 kilos de moins que moi. Et je pense que sa peur des musulmans est liée à sa peur dans la cour de récré. Vous savez, des costauds
issus de l'immigration qui ont dû un peu l'humilier à l'époque parce qu'il était chétif et petit. Et parfois, l'enfance, vous voyez, le fait de peser 30 kilos de plus ou 30 kilos de moins, le fait d'être doué pour le sport, moi je suis instructeur de boxe, vous voyez, c'est pas pareil, eh ben, peut créer des phobies et qui par association fait effectivement qui confond une espèce de peur légitime de la violence de certains voyous de banlieue avec l'islam. Et c'est ce que je dis quand je veux défendre Zemmour par rapport aux gens qui m'écoutent. Je dis, il faut comprendre pourquoi Zemmour a peur de vous. Et si vous comprenez pourquoi il a peur de vous, vous verrez que sa peur est un manque finalement de culture et d'explication et d'échange. Voilà. Et c'est mon travail, moi, c'est de faire dans mes conférences, je fais venir des gens issus de l'ancien Parti communiste, des gens issus de notre ancien empire colonial, des gens issus de ce qu'on appelle l'extrême droite, en fait des nationalistes, des gens finalement qui se comportent en France comme se comporte la majorité des Israéliens en Israël, parce qu'on ce qu'on appelle un fasciste français, c'est un sioniste majoritaire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui revendique d'avoir un pays et qui n'a pas envie de le voir se métisser entièrement. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui diabolisent cette position politique en France sont les mêmes qui la défendent en Israël. Et ça aussi, les Français ne sont pas idiots. Les Français n'aiment pas, en tant que chrétiens, logiciens, nous sommes le pays de Descartes, et moralistes, ils n'aiment pas le deux poids deux mesures, ils n'aiment pas ce qu'on appelle la double éthique, qui est au fondement du judaïsme. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que la loi ne soit pas la même pour tous. Alors je comprends que c'est votre principe fondamental. Votre, ça veut dire quoi? Le principe juif. C'est-à-dire que la loi juive n'est pas la loi goy. C'est dans l'essence même du judaïsme. Vous ne pourrez pas le contredire. Donc cette double éthique, c'est-à-dire que... C'est faux. Non, bien sûr que c'est vrai. Et c'est même vrai en logique. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui a comme prof de judaïsme une brute comme Gilad Atzmon. Ah non, j'ai pas attendu. J'ai eu... Le problème, c'était comblé. Gilad Atzmon est un musicien de jazz. Voilà, un très doué musicien. Oui, donc c'est pas une brute, des musiciens de jazz. Ça n'empêche pas. Non, il y a très peu de musiciens de jazz. Il n'y avait pas beaucoup de musiciens de jazz chez les nazis, vous voyez. Ça, c'est important. Et pas tous les nazis étaient des brutes, et pourtant ils étaient nazis. C'est quand même une idéologie brutale, le nazisme. C'est racial, suprémaciste, bien sûr. Mais une des choses... Et très peu français. C'est très peu compatible avec le français. La raciologie, quand même, n'est pas loin d'une invention française. Non, c'est une invention, on va dire, des Lumières, c'est-à-dire des rationalistes, mais c'est partagé par tous les peuples d'Europe, je dirais, qui s'éloignent du christianisme. Vous voyez, c'est finalement l'antiracisme historique de la France, c'est le catholicisme. Nous sommes tous égaux devant Dieu, vous voyez. Et ceux qui ont mis en place le racialisme à travers le rationalisme et on va dire l'hygiénisme, ce sont les philosophes des Lumières. Donc Voltaire est un parfait raciste, et vous le savez, est un parfait antisémite. Mais lui, il est au Panthéon, pas moi. Soyez logique et demandez qu'on sorte Voltaire du Panthéon. Vous avez lu des écrits antisémites à la place. Plus tard. Un peu plus tard. Plus tard, oui, comme on pourrait y mettre De Gaulle. Bien sûr, oui, De Gaulle. De Gaulle avait une position qui était très française. Il était pour une politique équilibrée au Moyen-Orient. Il a protégé par sa position les Juifs au moment de Pétain en partant à Londres, mais il ne leur a fait aucune concession à partir de 58, quand ils ont essayé d'infiltrer les services français pour avoir la bombe, alors que De Gaulle pensait que c'était une mauvaise idée. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Vous connaissez l'histoire, voilà. Donc moi je suis en réalité gaulliste, vous voyez. Ce qui veut dire que d'ailleurs je ne viens pas de l'extrême droite. C'est important. Je suis gaulliste. Depuis le Parti communiste, en passant par le Front National, peut rappeler quand même un très mauvais souvenir. Lequel? Qui est celui de Jacques Doriot. Ou Déa aussi. Ou Déa. Oui. Doriot de préférence. Oui, il y a aussi Valois, l'inventeur du fascisme, vous le savez, qui est mort dans un camp de concentration, tué par les Allemands. En fait, vous critiquez sans doute des choses chez moi. Moi, je pointerai du doigt votre judéocentrisme, c'est-à-dire que vous voyez toujours midi à votre porte et vous jugez tout à fonction de ce critère. C'est-à-dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour les juifs. Pas ce qui est bon. Non, mais je vous analyse là, dans ce que vous me dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'humanité, ce qui est compliqué d'ailleurs, parce que c'est un terme un peu abstrait. Et ce qui est vrai ou faux en logique. Voilà, en logique, d'un point de vue de la cohérence, en logique interne, et d'un point de vue de la logique fonctionnelle par rapport à la réalité. Il faut que ce soit cohérent et fonctionnel. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que quand je vous dis que je suis passé, par exemple, du Parti communiste au Front National, je n'ai fait, en tant qu'intellectuel communiste, que suivre les électeurs. Le Front National était à 2% en 73, il est à 26% aujourd'hui, le Parti communiste qui était à 26% en 73 est à 2% aujourd'hui. Alors soit 26% des Français sont devenus nazis, soit ce sont les anciens... Soit vous êtes un sacré opportuniste. Soit les ouvriers se sont mis à voter Front National, et moi en tant qu'intellectuel communiste,
J'ai suivi ma base, parce que il est totalement logique aujourd'hui de comprendre par rapport à l'Union européenne et la politique économique de l'Union européenne que sur la ligne économique, le parti politique qui défend le plus l'intérêt des travailleurs salariés français, c'est aujourd'hui objectivement le Front National. Mais ça, il faut avoir un peu de culture en économie. Alors le Parti communiste, lui, s'est effondré dans un ralliement progressif à la dérive droitière du Parti socialiste depuis ce qu'on appelle le virage de la rigueur de 1983, vous voyez. Et en fait, le Parti communiste a trahi, en réalité, sa base, et on a finalement ce qu'on appelle une déviance stalinienne, c'est-à-dire que la bureaucratie a trahi les ouvriers, puisqu'il ne reste du Parti communiste que l'appareil, vous voyez. Et l'appareil, pour se maintenir par des accointances politiciennes en devenant la remorque du PS, a liquidé sa base vers les intérêts du prolétariat, c'est-à-dire du salariat français. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Parti communiste à un moment donné, puis après avoir été nulle part, j'ai rejoint le Front National quand le Front National a pris un virage social, antilibéral et social. Et si vous étudiez mon ralliement au Front National, j'y suis resté 1 an, j'ai été conseiller de Jean-Marie Le Pen sur la question sociale et des banlieues, c'est-à-dire sur ne pas tomber dans le piège de l'islamophobie, parce que je crois que c'est le sujet de votre documentaire. J'ai pas entendu parler beaucoup d'islamophobie pour l'instant. On est très judéo-centré, c'est bizarre, parce que je veux bien vous parler de l'islamophobie qui est réelle en France aujourd'hui. Parce que quand Éric Zemmour, qui va vendre 500 000 livres, dit que le problème c'est l'islam et les musulmans et que ça finira en guerre civile, il appelle à la violence contre les musulmans. Personne aujourd'hui n'appelle à la violence contre les juifs. Hein. Personne. D'abord parce que personne n'en aurait le courage en plus. Hein. Ça, je l'admets tout à fait. Mais même en admettant, ça vient à l'esprit de très peu de gens, je vous le garantis. Hein. Franchement, parce qu'il y a quand même le poids de l'histoire et on est quand même en France. Voilà. Voilà, parenthèse refermée. Donc je me suis rapproché du Front National pour des questions sociales, et quand vous faites le parallèle avec Déa et Doriot, je vous demande où est Adolf Hitler, où est la menace nazie, où est l'Allemagne nazie, où est même Staline. Il ne faut pas raconter n'importe quoi, monsieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de menace de guerre intra-européenne, il n'y a pas de puissance étatique surarmée qui menace qui que ce soit. En réalité, il y a aujourd'hui un lourd soupçon sur les Français de confession musulmane à cause de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de violence armée en France. Il n'y en a pas. Il y a de la violence verbale, il y a de la tension, il y a beaucoup de dépression. C'est-à-dire qu'effectivement, je serais désolé que quelqu'un comme vous, à votre âge et avec votre parcours, ait peur de l'antisémitisme aujourd'hui en France. Ça serait dramatique parce que c'est ce qu'on peut appeler de la phobie. C'est-à-dire que ça a une origine psychologique explicable, mais il n'y a pas d'origine réelle. Je vous le garantis. Vous ne risquez rien. Quelqu'un vous a parlé de peur de l'antisémitisme? Monsieur Kuckerman en parle toute la journée. Kuckerman n'est pas là. Dieu merci. Pour moi, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que il devient dangereux de parler de certains sujets quand en parler devient dangereux physiquement pour les gens. Tant que ce n'est pas le cas, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de discuter en bonne intelligence de l'ambiguïté d'une certaine lecture du judaïsme, la notion de peuple élu, la notion de double éthique, et aussi de quelque chose qui est fort peu compatible avec on va dire la morale chrétienne et l'universalisme français, qui sont les valeurs, on va dire, du Talmud, telles que je les ai comprises en étudiant Aldin Stanzalt, puisqu'effectivement je ne prétends pas lire l'hébreu, mais je me suis intéressé à la question du Talmud à travers Israël Shahak, que je pense est un honnête homme, voilà, et il est indéniable effectivement que les valeurs du Talmud ne sont pas des valeurs universalistes, et que c'est une éthique communautaire, voilà, et que beaucoup aujourd'hui de Français qui se revendiquent juifs sont aujourd'hui dans une recommunautarisation de ce que j'appelle un néo-tribalisme, et sont sortis un peu de l'universel, qui était, je dirais, la part qu'ils devaient apporter dans le pacte d'assimilation. C'est-à-dire qu'ils étaient... Je comprends plus. Eh ben, c'est-à-dire que D'un côté, il y a une double morale, parce que c'est lié à leur judaïsme. Mais en même temps, les juifs étaient universalistes. Alors, je comprends pas. Il y a ils étaient universalistes ou ils étaient hors de ça? Donc, il y a les deux. Si vous lisez Karl Marx, si vous lisez Bernard Lazare, si vous lisez Abraham Léon, si vous lisez Rosa Luxembourg, si vous lisez beaucoup d'intellectuels juifs du 19e siècle, ils sont en général anti-talmudistes forcenés et universalisants. D'ailleurs, en général, ils se déterminent toujours contre le Talmud et les rabbins, toujours qu'ils estiment être un obscurantisme. C'est la remarque que je fais à Finkielkraut. Je dis quand Finkielkraut critique la France, parce qu'il a dit, ce pays mérite notre haine, hein, citation, il a fait beaucoup plus de mal à les parents qu'aux Africains, qu'a-t-il fait aux Africains? Il n'a fait que du bien, c'est-à-dire qu'il règle d'un coup de plume la colonisation, la traite négrière, etc., etc. Je lui fais remarquer que s'il restait un juif polonais du shtetl qu'il idéalise, il n'aurait jamais pu lire un autre livre que le Talmud, il aurait été victime des tribunaux rabbiniques, et il n'aurait pas pu lire les philosophes grecs, etc., etc. Mais il serait pas sioniste.
Parce que les grandes forces, et c'est ça... C'est pas le sujet. Hein. Bien sûr, parce que je vous ai dit, parce que vous êtes sioniste, donc c'est pas le sujet. Non, je suis pas sioniste. Justement, les juifs pieux, ces juifs pieux... sont antisionistes historiquement. Il est religieusement antisioniste. Oui, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que la religion est séculaire et historique, il y a un siècle, 99% des religieux juifs étaient antisionistes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les religieux juifs sont marginaux. Il y a eu un petit événement au XXe siècle qui a fait que la majorité du judaïsme orthodoxe a péri. Alors à ce moment-là, c'est dire en gros que la vérité divine a subi, comment dirais-je, la loi de l'histoire, ce qui est un peu inquiétant parce que normalement ça devrait. Non, parce que les ralliements, parce que cette alliance... Aujourd'hui, les rabbins antisionistes sont très rares. On en avait un avec nous quand on a fait notre liste antisioniste aux élections, mais aujourd'hui, ils sont ultra minoritaires. Et aujourd'hui, le consistoire, c'est-à-dire que les représentants officiels, il y a le consistoire et le CRIF, les juifs laïcs et les juifs religieux en France. Je regarde, moi, les instances représentatives, même si le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur 6. Parce que ce que je dis bien, c'est que l'immense majorité des juifs, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, c'est ce que j'appelle les juifs du quotidien. Mais le CRIF, quand le CRIF prétend parler au nom des juifs de France, c'est un mensonge. Il représente un juif sur 6. Le consistoire, lui, est censé représenter la religion juive. Or, le consistoire, depuis le rabbin Citruc, c'est-à-dire depuis les années 70, est sioniste. C'est-à-dire qu'il y a une propagande sioniste faite à travers la synagogue. Et ça, c'est une des raisons des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en France, c'est que aujourd'hui la religion juive s'est mise majoritairement au service du sionisme, et les rabbins antisionistes sont persécutés et sont marginalisés. J'ai pu le vérifier, je les ai rencontrés. Et le CRIF, qui est censé représenter quelque chose qui est ambigu en France, puisque c'est du communautarisme juif, se revendique inconditionnellement sioniste, quelle que soit la politique d'Israël. Et le français étant un humaniste profond, qui fait d'ailleurs qu'il a été, comment dirais-je, bouleversé par ce que vous appelez la Shoah, la persécution des Juifs d'Europe, c'est un terme qui a été inventé en 1980. Vous ne m'avez pas entendu dire ce mot. Non, mais moi, c'est parce qu'il a été inventé très tardivement. C'est vous, général, de vous, les Européens, me dérange beaucoup. Je suis content que vous soyez d'accord avec moi là-dessus. C'est un terme qui a été inventé aux États-Unis à la fin des années 70. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'avantage de faire de l'Internet, c'est qu'il y a personne qui peut vous dire que vous dites des bêtises. Ah bon, on parlait de Shoah après-guerre ? Non, on parle depuis 85, depuis les films de Lanzmann. Oui, bien donc, sûr. au moins, vous savez comment vous mélangez... Non, vous avez dit au fin des années 70, c'est parce que vous avez en tête la série Holocauste. Donc, ne mélangez pas. Restez précis dans votre savoir. Donc, ça va être encore plus dans mon sens. Le terme Shoah n'est employé de façon systématique pour parler de la persécution des Juifs d'Europe par le régime national-socialiste allemand. C'est ça la vraie appellation sérieuse. Ce terme n'existe que depuis 1985. Et en fait, a été même si c'est Lanzmann, ça vient beaucoup du lobby sioniste américain, et ça a un sens politique par rapport à l'évolution et à la survie symbolique d'Israël. Bon, c'est peut-être un autre sujet. Ce que je voulais dire, moi, c'est que le consistoire et le CRIF, qui représentent officiellement les Juifs de France, même si les Juifs ne leur demandent rien, sont ces deux instances religieuses laïques inconditionnellement sionistes, et les Français qui sont des gens compassionnels, exactement comme ils sont compassionnels envers les victimes de la Shoah, quand ils voient l'opération Plomb durci et ce qui s'est passé à Gaza récemment, ils se disent effectivement que les sionistes au pouvoir actuel sont des nazis. Ce que disait d'ailleurs, je crois, un grand penseur israélien. Le professeur Yeshayahu Leibovitch. Voilà, Leibovitch, voilà. Et les Français voient effectivement cette dérive extrême droitière de l'État d'Israël officiel, hein, c'est vrai, ils le voient. Et le problème, il est là, c'est que ça commence à se voir. Vous voyez, ma phrase, ça commence à se voir. Voilà. Et que Alain Soral aide à faire comprendre ce qu'il y a à voir, effectivement, c'est ce qui fait qu'Alain Soral est un peu en danger aujourd'hui. Et c'est-à-dire que c'est lui qui est en danger, parce qu'effectivement, il porte atteinte non pas à la sécurité des Juifs ou aux Juifs, mais par contre, il montre du doigt une malhonnêteté et une dangereuse malhonnêteté des institutions juives représentatives que sont notoirement le CRIF et sans doute un peu moins le consistoire, mais quand même, voilà. Je fais d'ailleurs remarquer que le rabbin Bernheim a eu des problèmes l'année dernière en France. On lui a sorti des diplômes qu'il n'avait pas, que beaucoup de gens savaient qu'il n'avait pas. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en tant que religieux juif à peu près intègre, il s'est prononcé contre le mariage pour tous. Ce qui me gêne profondément, c'est l'emploi du mot mariage. C'est-à-dire qu'on est en train de dévoyer le sens des mots pour l'appliquer à des situations totalement différentes.
mariage est le lieu de la confrontation avec la différence des sexes, et ce n'est pas uniquement la reconnaissance d'un amour qui fonde le mariage comme une institution. Puisqu'effectivement, pour un juif religieux, comme vous le savez, le judaïsme, comme toutes les religions d'ailleurs, ne valide pas la banalisation de l'homosexualité. Et le jour où il a été en porte-à-faux par rapport à l'idéologie dominante, on l'a quelque part mis sur la touche en sortant un dossier qu'on aurait pu sortir avant. Voilà. Et ce que je veux dire qu'il y a bien un combat politique aujourd'hui qui a tendance, je le dis, à marginaliser les juifs qui se réclament du judaïsme authentique sur la question sioniste et sur d'autres questions. C'est vrai. Et ça, moi je ne fais que l'analyser. Je passe mon temps à produire des analyses. Et ces analyses me paraissent honnêtes et morales. Voilà, c'est ça que je dis. Je veux dire, je suis étonné de la diabolisation que je subis. Et cette diabolisation ne marche pas, c'est ça que je vous ferai remarquer au niveau médiatique. Mes livres se vendent encore mieux quand M. Valls m'attaque. C'est quand même incroyable qu'un Premier ministre ait du temps à perdre à attaquer un type comme moi. Je veux dire, qui suis quand même un marginal, un écrivain, un pamphlétaire, etc. Et les spectacles de Dieudonné, il faut le savoir, il a triplé ses réservations depuis l'affaire du Conseil d'État. Donc après, j'en appelle presque, je dirais, à l'intelligence stratégique des élites communautaires, puisque ces gens-là se réclament d'une intelligence multiséculaire que j'admets, peuple du livre, effectivement, gens de l'esprit. Je trouve que, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à mon procès récemment, il y a un effondrement catastrophique de l'intelligence des élites juives en ce moment, de Karl Marx à M. Frédéric Aziza, qui est un crétin, et qui prétend incarner les juifs, et je pense que cet effondrement est lié essentiellement à, comment dirais-je, au sionisme contemporain. Et là-dessus, je vous rejoindrai. Le sionisme est une catastrophe pour l'intelligence juive. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, ou nous donner peut-être la preuve que Manuel Valls, comment vous l'appelez, les CRIF, les sionismes, la communauté organisée. La communauté juive organisée, c'est un terme de Golnadel. D'accord. La communauté juive organisée, ou Manuel Valls, ou ce que vous appelez les sionismes au pouvoir en France, est-ce que vous pouvez nous donner la preuve que vous n'êtes pas des alliés, puisqu'ils font votre service de marketing à vous et de donner. Quand j'ai la réponse, je vais juste couper. Je suis désolé, je décroche. J'ai une réponse toute faite. J'ai pris rien que le mois dernier pour 22 000 € de condamnation. Vous savez, un service de marketing, ça coûte cher de nos jours. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher que ce que je gagne. Vous voyez, je gagne 5 000 € par mois. Vous négociez mal peut-être vos relations. Donc ça veut dire que si c'était vraiment... c'est comme les gens qui disent que Dieudonné a fait ce qu'il a fait par intérêt commercial. Je veux dire, il était quand on voit le chemin de croix qu'il a subi depuis 10 ans, c'est un argument... je pense que c'est un argument qui pourrait favoriser l'antisémitisme. De toujours tout voir sous le terme du saint commerce, vous voyez. C'est pas notre tradition. Je suis venu au commerce très très tard pour des raisons de survie, vous voyez. On est rarement militants communistes par goût du commerce. Que les juifs ne sont pas en naissance. Il y a une grosse tradition commerçante chez les juifs, liée à leur situation historique de diaspora, oui, bien sûr. Parce qu'ils ne pouvaient pas être propriétaires d'autre chose. Ça se discute. Quand en Russie, on leur a donné des terres pour les cultiver, ils les ont rarement cultivées parce qu'ils pensaient que c'était un travail qui ne correspondait pas à leur niveau d'intelligence. Ils se sont mis débutants de boissons et grâce à l'alcoolisme, ils ont réussi à faire travailler leurs terres par d'autres. Je connais très très bien l'histoire de la Russie et de la Pologne. J'ai beaucoup étudié toutes ces questions-là. Et ça aussi, c'est indéniable. Et c'est d'ailleurs validé aussi par Israël Shaak dans son livre majeur, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Je suis très très cultivé sur toutes ces questions-là, monsieur. Très très cultivé. Et c'est important d'être cultivé sur ces questions-là parce qu'on sort des fantasmes et on sort de l'idéologie pour rentrer dans le sérieux, dans le dur, vous voyez, sur le plan du concept, sur le plan de l'histoire. Et c'est vrai que tout ça, normalement, devrait être un sujet passionnant, tout simplement. Je veux dire, moi, comme je vous le dis, la réussite des juifs d'élite ne me gêne pas du tout. Je suis très ami avec Zemmour. Je pourrais lui en vouloir de finalement répéter toujours 5 ou 7 ans après ce que j'écris moi dans La douleur. Mais bon, il va vendre 500 000 livres. Mais mon dernier livre, vous savez à combien il s'est vendu ? 100 000. Moi, je ne vais pas bouder, voilà, 100 000 exemplaires, c'est très beau. Non, c'est pas mal. Ouais. C'est pas... Ah oui, c'est très bien en ce moment. Bernard-Henri Lévy vend 4 000 maintenant par bouquin. Donc je veux dire, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse ramener tout ça à ce qu'est la France que j'aime, c'est-à-dire un débat intellectuel de haut niveau. On était avant réputé
pour être des gens qui parlons à table. On aime bien manger, on aime bien parler. C'est toute l'histoire du prestige de l'encyclopédie par rapport à l'aristocratie. C'est que ça fournissait des sujets pour le dîner en ville. Et le français aime bien briller au dîner pour séduire les femmes, vous voyez. Quand Voltaire dit « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer vos idées », il essaye de séduire la femme au bout de la table. En réalité, il se battra jusqu'au dessert. C'est ça que ça veut dire. Hein, parce qu'après, on passe à autre chose. Nous, les Français, sommes une culture de discussion pour le plaisir de la discussion, de femmes et de nourriture. C'est pour ça que le nazisme n'est pas quelque chose pour nous. Vous voyez, c'est trop correct, c'est trop rigide. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien, je dirais, comprendre ce qu'on appelle les idiosyncrasies nationales. Voilà. Et moi, je suis toujours très bien entendu avec mes amis juifs ashkénazes du Parti communiste, parce que c'était des gens cultivés, des grands dialecticiens. Et d'ailleurs, la plupart des gens de cette époque que j'ai connue ont quitté la politique et se sont même retirés complètement par dégoût de l'évolution de la société française depuis 10 ans. Je parle de Serge Grimbert, des gens comme etc. Certains ont rallié le sionisme, comme mon partenaire au Parti communiste qui s'appelait Marc Cohen. Maintenant, il est avec Elisabeth Lévy et Finkielkraut. Je l'ai connu pro-palestinien en diable, même bien plus que moi. Hein. Et aujourd'hui, il est totalement sioniste. Et effectivement, c'est des choses qui m'ont étonné et qui m'ont choqué. Ce que j'appelle cette recommunautarisation et cette retribalisation de certaines élites juives ashkénazes qui étaient avant des maîtres de l'universalisme et du concept et qui ont, à cause de la question israélienne, glissé vers le néo-tribalisme. C'est vrai que je le déplore, voilà, parce que je pense qu'il y avait un lien avant entre la très haut niveau d'intellectualisme français et le fait qu'on avait une élite juive assimilée, Raymond Aron, etc. Et effectivement, ça nous tirait vers le haut. Aujourd'hui, autant Raymond Aron nous a tiré vers le haut, autant Bernard-Henri Lévy nous tire vers le bas. Vous voyez, je pense que Bernard-Henri Lévy est une catastrophe pour la France, une catastrophe pour les Juifs en général, et même à terme une catastrophe pour Israël. Je serais vous, je lui conseillerais de se taire, si vous avez une petite influence sur lui. Et moi, plus il m'insulte, plus il me rend populaire en France. Vous voyez, c'est ça la réalité. J'aimerais que vous la compreniez, parce que je vous assure que je suis très très proche de la réalité, en réalité. Je suis très en phase avec le réel français et sa complexité. C'est pour ça que je vous dis, malgré tout ça, je continue, parce que je pense que l'histoire me rendra raison, et que je fais un travail nécessaire et honnête, que je qualifierais de gaulliste. Hein. Et d'ailleurs, le parti politique que je vais créer s'appelle Réconciliation. Tout à l'heure, vous aviez quelque chose de commun avec De Gaulle, vous parliez de vous à la troisième personne. Oui, bien sûr. Bah, je pense que je rentrerai dans l'histoire, oui. Et d'ailleurs, la communauté juive organisée fait tout pour ça, en persécutant. Des procès, quand Manuel Valls parle de moi au discours du Trocadéro, c'est incroyablement flatteur. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et quand il répond, je crois, à un ministre qui a dit qu'il mettait en danger la République, c'est Hamon. Le ministre Hamon a dit que Manuel Valls, par ses dérives droitières, mettait en danger la République. Et il lui a été répondu, ce n'est pas Valls qui met en danger la République, c'est Alain Soral. Je veux dire, c'est très flatteur. Mais je pense que c'est très faux. Je n'ai pas les moyens, au cas où ça devrait échapper, d'Adolf Hitler. Vous voyez, je n'ai pas les moyens. Je n'ai non seulement pas la vision du monde d'Adolf Hitler, je vais vous dire déjà pour une bonne raison, c'est que moi j'ai réussi le concours des Beaux-Arts. Là, si on veut faire de la psychologie, comment vous avez réussi? J'ai réussi le concours des Beaux-Arts. J'ai intégré les Beaux-Arts, je l'ai réussi. Hitler l'a raté, donc je ne suis pas un peintre raté. Vous voyez déjà. C'est important. Vous n'avez pas en commun avec Hitler le fait qu'il a raté les Beaux-Arts. Oui, voilà, moi je l'ai réussi. Donc ça fait des... Non, mais j'essaye de... C'est une différence fondamentale. C'est une différence fondamentale, le ressentiment, le ratage, etc. Si on regarde ma trajectoire historique, j'ai écrit des livres, mon premier livre s'appelle « Les mouvements de mode expliqués aux parents », donc c'est un livre sur les mouvements de jeunes, vous voyez, il n'y a pas de judéophobie là-dedans. J'ai toujours fait de la sociologie, après j'ai travaillé dans la mode, c'est-à-dire le vêtement, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La création de mode », sur une analyse sociologique de ce que c'était que le phénomène des jeunes créateurs. Oui. Après, un livre qui m'a fait connaître, qui s'appelait « Sociologie du dragueur », c'est sur le phénomène de la drague compulsive, avec une analyse oedipienne de la mère manquante, etc., qui pourrait beaucoup intéresser les juifs qui sont très intéressés par le rôle de la mère, la structuration oedipienne, vous voyez. Donc après, j'ai été un militant communiste et donc j'ai travaillé sur l'économie politique beaucoup. Et effectivement, la question du judéo-criticisme est plutôt venue en réaction avec la montée au pouvoir de plus en plus visible en France du lobby sioniste. C'est par là que ça m'est arrivé, vous voyez, je n'ai pas de...
je n'ai pas, comment dirais-je, de culture familiale d'extrême droite ou antisémite, puisque je vous dis, on est d'une famille de résistants savoyards, et je vais vous le dire en mon âme et conscience, je n'ai jamais entendu parler de tout ça à table. La seule chose dont j'ai entendu parler, c'est que mon oncle Jean a rejoint De Gaulle dès 40, il a été aviateur au-dessus de l'Allemagne, il a été descendu au-dessus de l'Allemagne, il a fait 2 tentatives d'évasion, il a fini prisonnier, il a été libéré, il a rejoint l'armée Leclerc, il a fait toute la campagne avec Leclerc, et après il a intégré l'armée et il a fini lieutenant-colonel. Dans l'armée, il est mort l'année dernière, et ça c'est vérifiable. Et du côté de ma mère, c'est mon grand-oncle Raisin était médecin au Glières. Quelle raison aurions-nous de le vérifier ou de ne pas le vérifier? Parce que par exemple, quand Frédéric Aziza m'attaque, il prétend, alors qu'il est juif algérien, il prétend en fait que ce que je suis lui serait insupportable à cause de son grand-père mort à Auschwitz. Et je pense en mon âme et conscience qu'il ment. Vous voyez, qu'aujourd'hui c'est devenu une facilité pour certains juifs de dire qu'ils ont un ancêtre qui est mort à Auschwitz, comme dans le temps les Français prétendaient avoir un ancêtre aristocrate, ou maintenant parce que c'est la mode, beaucoup de bourgeois de la pseudo-élite contemporaine prétendent qu'ils ont du sang juif. Il y a des modes, vous voyez. Alors il y a aussi une mode, c'est prétendre qu'on a quelqu'un dans sa famille qui est mort à Auschwitz. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs à la Shoah. C'est assez... C'est vrai. Et moi, j'ai dit à Ziza qu'il a beaucoup moins de chances qu'il était persécuté familialement par les Allemands que ma famille à moi. Parce que lui, il était en Algérie pendant la guerre, donc ils n'ont pas vu grand-chose, excusez-moi. Alors que nous, on a réellement subi une persécution, comment dirais-je, des Allemands, qui a ruiné ma famille. Ma famille, qui était une famille de la grande bourgeoisie, a été ruinée par l'occupation. Voilà. Mon grand-père est mort en 1939, ma grand-mère a été otage, on a vraiment tout perdu pendant la guerre. Ça a été effectivement, il ne faut pas oublier que la guerre a été... la guerre n'a pas existé que pour les Juifs. Les Français ont beaucoup souffert de la défaite face à l'Allemagne et des 5 ans d'occupation. En termes de privation, même pas pour les résistants seulement. Moi, mon père me racontait les privations physiques, le fait que le cadet de la famille était plus chétif que les autres parce qu'il a manqué de nourriture. J'incite aussi, c'est ce que fait d'ailleurs un peu Zemmour aujourd'hui, à la compassion envers ce qui n'est pas juif. Vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale a fait en France, pour les Français, 550 000 morts pour une guerre qu'on a fait pendant un mois. Des Français juifs, il en est mort 25 000, je crois. Toutes nationalités confondues, 75 000 ont été déportés. 95% des juifs français ont survécu à l'occupation et à la collaboration. 75% des juifs, toutes nationalités confondues, ont survécu. Et je trouve étrange la disproportion entre ce qui s'est passé, bon, sur le plan symbolique c'est violent, mais sur le plan réel finalement ça n'est pas tant que ça, et qu'on assimile la France à ce qui s'est passé en Roumanie, en Hongrie, en Allemagne, en Pologne, etc. etc. En fait, ça aussi, Zemmour fait le travail en ce moment, en s'appuyant sur les travaux de Simon Epstein ou du rabbin Alain Michel. Il y a quand même une disproportion très judéocentrée, et je qualifierais même de soit paranoïaque, soit malhonnête, entre la réalité de la souffrance juive en France pendant la guerre, et ce qu'il en est dit. On a l'impression qu'on a tous travaillé dans des camps de concentration. Vous avez été conseiller donc de Jean-Marie Le Pen. Oui, sur la question des banlieues et sur la question sociale. J'ai compris. La destruction des Juifs est un point de détail? Non, c'est pas ça la phrase de Le Pen, c'est la chambre à gaz est un point de détail, il a dit. Il a dit que la manière dont ça avait été fait était un point de détail. D'abord, c'est libre à lui de le dire. Il a été condamné pour ça à 120 000 € d'amende, avant même la loi Guesso. C'est ça que je trouve choquant. Normalement, vous trouvez ça peut-être désagréable de sa part, mais pourquoi la liberté d'opinion historique? Il y a des gens qui pensent, comme Finkielkraut, que l'Empire français n'a fait que du bien aux Africains. C'est limite, ça peut choquer des Noirs. Moi, ça me choque moins, parce que honnêtement, je me sens moins touché par la question. J'ai l'honnêteté d'admettre que je suis un blanc français, et donc la colonisation me fait moins souffrir dans ma chair que ceux qui l'ont subi. Mais moi, je vois pas pourquoi Jean-Marie Le Pen n'aurait pas le droit, en 1980, je crois, donc quand même 50, 60, 40 ans après les faits, de penser de savoir comment les Juifs ont été tués, si c'est par chambre à gaz, par balle dans la nuque ou par pendaison, était un point de détail de l'histoire. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'effectivement, plus l'époque de la guerre elle-même s'éloignait, plus on faisait de la guerre une question exclusivement juive et judéo-centrée. Et la phrase que Le Pen a dit récemment et qui est de moi, c'est effectivement aujourd'hui, la Deuxième Guerre mondiale est devenue un point de détail de la chambre à gaz. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz. Ces propos. Je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale a fait plus de 50 millions de morts, 20 millions de Russes,
7 millions d'Allemands pendant la période de la guerre, et ça monte à 13 ou 14 millions si on poursuit jusqu'aux années 50. Et je vous rappelle qu'Hitler n'a jamais fait plus de 35% aux élections légales, et qu'à la limite, il y a beaucoup de gens qui effectivement ont subi l'hitlérisme, la conscription forcée, sans avoir le droit de donner leur avis. Je pense qu'on ne discutait pas trop des décisions d'Hitler. Et moi, une fois de plus, je vous alerte sur les dangers aujourd'hui, c'est-à-dire on est combien d'années, 70 ans, 80 ans après, sur un trop grand judéocentrisme qui pourrait faire penser que les Juifs ne se soucient que de la souffrance des Juifs et pas des autres. Je rappelle qu'en France, plus de 50 000 Français sont morts sous les bombardements alliés, souvent de très haute altitude et souvent inutiles, bombardements alliés majoritairement anglo-canadiens. Il est mort 2 fois plus de Français sous les bombes alliées pendant la période de Pétain que de Français juifs par la déportation. Or pourquoi parle-t-on jour et nuit des uns et jamais des autres? Parce que les Français ne sont que des goyes? C'est ça que les gens pourraient croire. Parce que le peuple élu est le seul qui est humain, comme le pense effectivement Maïmonide lui-même, qui est quand même un rabbin, le rabbin des Lumières, n'est-ce pas, que j'ai étudié aussi, le livre des Égarés. Je veux dire, il faut faire attention effectivement que les gens, dans une période de tension, de crise économique, de paupérisation et de tension communautaire, ne pensent pas que les Juifs ne pensent qu'à eux tout le temps, alors qu'aujourd'hui, excusez-moi, la priorité n'est pas le combat contre Adolf Hitler. Il est mort, son idéologie est morte avec lui, et je vous ferai remarquer que le Front National est un parti nationaliste, mais qui ne fait que revendiquer la préférence nationale, jamais la préférence raciale. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idéologie, on va dire hitlérienne aujourd'hui, est absolument absente partout sur le globe terrestre, et peut-être le seul endroit où on pourrait lui trouver quelque chose d'apparenté serait en Israël, quand on pense à l'idéologie de l'extrême droite israélienne, effectivement, qui eux, effectivement, sont assez proches au niveau de leurs lois raciales des lois de Nuremberg. C'est ça qui est le paradoxe actuel. Je pense qu'en tant qu'antisioniste, vous le verrez. Mais moi, c'est là-dessus que j'alerte. Je veux bien cesser d'être judéophobe, mais cesser d'être à ce point-là judéocentré. Pourquoi on n'a-t-on toujours pas parlé du problème de l'islamophobie? On en a parlé que de l'islamophobie. Ah bon? Bah oui. Bon, j'ai pas eu ce sentiment. L'islamophobie, c'est quand même voir antisémitisme, non? Oui, en partie. On a parlé que d'islamophobie. Oui, ça c'est un peu de la dialectique. Mais la dialectique, il y a des juifs qui savent la faire office, parce que c'est des goy. Oui, je sais bien. Non, mais on peut jouer à ça, moi j'aime bien. Hein. Enfin, je différencie quand même la dialectique qui respecte les lois d'Aristote et ce qu'on appelle le sophisme, que vous appelez le pile-poule, je crois, c'est-à-dire la paralogique ou le sophisme. Écoutez, quand vous seriez à mon niveau d'étude de Talmud et de judaïsme, nous parlerons de judaïsme. Pour l'instant, on va parler des choses que vous connaissez bien. C'est-à-dire la France, la philosophie grecque, l'histoire de France, l'humanisme français. Ça tombe bien parce que c'est un peu notre terrain, n'est-ce pas? Mais oui. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une volonté de désigner un nouveau bouc émissaire qui est le musulman, qui souvent appartient à la population pauvre de la France. Donc celle qui a le moins le moyen de se défendre sur le plan dialectique et sur le plan des réseaux politiques. Donc c'est assez cruel et assez injuste. Et c'est d'autant plus dégueulasse quand c'est fait par des juifs sionistes qui connaissent à quoi mènent les stratégies du bouc émissaire. Et ça, j'aimerais que vous posiez la question à certains salopards des élites juives sionistes actuelles françaises qui jouent à ce petit jeu en ce moment, compte tenu de ce qu'est l'histoire juive, vous voyez? Ça veut dire effectivement qu'on est toujours dans que la souffrance des autres leur importe peu, parce que vraiment il devrait avoir une espèce d'identification ou une compassion pour ce qu'effectivement l'angoisse que peut ressentir aujourd'hui, ce qu'on appelle le musulman du quotidien, qui se retrouve montré du doigt, diabolisé, alors que souvent, si on élimine quelques radicaux et des associations un peu fantasmées, où on associe le délinquant et le musulman, ce qui n'est pas la même chose, parce que vraiment on ne peut pas être musulman et délinquant, sinon c'est qu'on trahit sa propre religion, effectivement, de se soucier effectivement de l'inquiétude de ces gens qu'on a fait venir, qui ne sont pas venus comme des colons, on les a fait venir comme prolétaires, parce qu'on les payait moins. Ça a été voulu effectivement par le grand patronat français, sans doute par les loges pour des raisons universalistes, en tout cas le Grand Orient c'est sûr. Peut-être certaines élites sionistes qui avaient des arrière-pensées, c'est ce que m'avait dit le professeur Schwarzenberg à l'époque, et qui aujourd'hui effectivement ces élites ont retourné leurs alliances. Ce qui est très choquant aujourd'hui, c'est qu'on est passé du juif de gauche protecteur des minorités immigrées musulmanes à la ligne Zemmour, qui effectivement devient dominante en réalité en France. C'est assez choquant. Et je pense que c'est peut-être ça le plus inquiétant, parce que ça pousse effectivement le peuple français qui souffre et qui est très mal informé, à la colère et donc au passage à l'acte physique. Et je pense que l'urgence est là, je pense vraiment. Ma petite dernière question,
quelle est la différence fondamentale, à votre avis, entre ce que vous appelez les salopards qui montent la haine des musulmans pour leurs raisons, pour leurs intérêts et pour peut-être leurs valeurs et convictions? Quelle est la différence entre ceux qui disent les problèmes, c'est les musulmans, et ceux qui disent aux musulmans les problèmes, c'est les sionistes, les juifs sionistes? En réalité, vous utilisez sioniste pour dire juif, parce que vous n'êtes pas vraiment un anti-sioniste. Non. Parce que je pense quelle est la différence fondamentale entre ceux qui disent que les problèmes et les juifs, ou comme vous, ou les autres qui disent les problèmes et les musulmans? Est-ce qu'au fond, c'est pas une question de... Il y a deux différences. Alors je vais vous dire, il y a deux différences. D'abord, moi, je ne caricature pas la réalité comme le fait Zemmour en ce moment, qui connaît visiblement assez mal l'islam et qui confond délinquance de banlieue, musulmans du quotidien et la question moyen-orientale avec la manipulation de l'extrémisme musulman par les Américains via l'Arabie Saoudite et le Qatar, par exemple. Je ne confonds pas ça. Je ne dis pas le problème en France, c'est les Juifs. Jamais, vous regarderez les conférences. Je dis il faut bien séparer les élites sionistes françaises qui non seulement ne représentent pas les Juifs statistiquement, puisque 5 Juifs sur 6 ne sont pas représentés par eux, mais qui même sont dangereux pour eux-mêmes, parce qu'ils les associent à une violence sioniste, alors que souvent ces Juifs ont une relation à leur judéité ou à Israël qui est beaucoup plus nuancée, subtile, voire même inexistante. Et moi, je ne prétends pas me mettre à leur place, c'est une chose. Et la deuxième raison, qui est à mon avis plus importante, c'est que je pense aujourd'hui qu'effectivement, l'islam radical est le fruit d'une manipulation du pouvoir américano-sioniste mondial. Donc effectivement, quand on montre du doigt Israël et on va dire le lobby sioniste américain ou les néoconservateurs américains qui sont des born-again christianes ou des judéo-chrétiens, ça montre réellement d'où vient aujourd'hui le pouvoir et le mal. Eux, pour maintenir la suprématie américaine, pour maintenir Israël coûte que coûte, veulent effectivement redécouper le Moyen-Orient, ont intérêt à la guerre permanente, ont intérêt à l'ennemi fantasmé après la disparition du communisme, etc. Ils en ont l'idéologie, les moyens économiques et médiatiques et les moyens militaires. Le monde musulman est un monde très atomisé, très contradictoire, et qui n'a pas les moyens ni militaires ni économiques de sa puissance. Je le pense, à part si on pense que les Saoudiens et les Qataris peuvent financer des choses, mais ils ne financent jamais que ce qu'on les laisse financer. Sinon, à mon avis, ils sont renversés, car vous savez très bien que sur le plan militaire, que ce soit le Qatar ou l'Arabie Saoudite, sont des protectorats de l'armée américaine, et s'ils étaient vraiment gênants aux intérêts américains, ils seraient renversés dans les 15 jours, comme l'a été Mossadegh, puis le Shah d'Iran, ou comme l'a été Saddam Hussein à un moment donné, ou comme l'est Assad en ce moment, vous voyez. Donc je pense que montrer, je dirais, les élites, pour être précis, américano-sionistes mondiales comme responsables de la volonté de guerre civile généralisée en Occident, qu'ils appellent d'ailleurs le choc de civilisation. C'est eux qui l'ont théorisé, qui le mettent en place. C'est vrai. Alors que dire que les musulmans aujourd'hui sont le problème mondial et qu'ils sont automoteurs et qu'ils ont un désir de conquête de l'Occident judéo-chrétien pour faire le djihad, etc., c'est profondément fantasmé et faux. Voilà. Et j'espère que votre grande culture du Moyen-Orient en tant qu'Israélien, même si vous êtes antisioniste ou juif israélien, validera mon analyse. Je pense que le monde musulman n'est pas un monde monolithique et unifié. C'est un monde, en fait, si je veux conclure, l'immense majorité de la violence musulmane est tournée contre les musulmans eux-mêmes. Et ce qui se passe en ce moment avec l'État islamique le prouve. L'État islamique aujourd'hui génère un chaos à l'intérieur du monde arabo-musulman et tue majoritairement des musulmans, et d'ailleurs des musulmans sunnites. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je trouve que ma position est toujours nuancée, mesurée, sérieuse et à mon avis juste, alors que la position en face est à mon avis fantasmatique pour les gens, je dirais, naïfs, et malhonnête pour les manipulateurs. Voilà. Et je pense honnêtement que j'aurais raison sur la longue durée. Voilà. Et je pense que si je subis toutes les violences que je subis aujourd'hui, et les diffamations et les diabolisations que je subis, c'est parce qu'il est très difficile de me répondre honnêtement sur le terrain du discours sérieux. Voilà. Je pense que si je peux argumenter face à Zemmour sur ce sujet-là, face à Finkielkraut, face à Bernard-Henri Lévy, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis plus invité chez TADI, parce qu'en général, les gens qui m'écoutent disent son argumentation tient debout. Alors qu'en face, c'est beaucoup de l'anathème, du fantasme. Voilà, c'est ma réponse. Bien, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.